Bonjour à tous, les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu consacrés à l'emploi en Calédonie. Quelle est la situation de l'emploi en Calédonie? Quels sont les secteurs qui recrutent, ceux qui peinent à recruter? Faut-il encore adapter l'offre de formation pour répondre aux besoins des entreprises et des collectivités? Ce sont quelques-unes des questions dont nous allons parler dans cette émission avec les 4 invités que je vais vous présenter dans un instant, à l'occasion notamment du Salon de l'Emploi qui se déroule actuellement à la Maison des Artisans à Nouville et qui rencontre vraiment un très vif succès avec une très très forte participation ce matin. Alors nos 4 invités sont Claudine Bogart qui est la DRH de la BCI, Émilie Jarnigon qui est DRH par intérim de la SLN, Nicolas Beau qui est le président de l'ANDRH qui est l'Association nationale des DRH et Mime Sidellet, la présidente du MEDEF. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter autour de ces questions d'emploi qui préoccupent beaucoup de Calédoniens. Alors, cette émission et ce salon tombent aussi le jour où l'ISEE publie sa synthèse annuelle sur l'emploi salarié en 2022. Mime Sidellet, un premier regard peut-être sur cette statistique, parce qu'il s'agit bien de statistiques réalisées par l'ISEE, qui montrent que, en gros, la plupart des secteurs retrouvent un niveau qui était celui d'avant la crise Covid, avec des secteurs qui embauchent toujours beaucoup, le commerce, l'industrie, des secteurs plus en difficulté comme notamment l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble, l'état du niveau d'emploi vous semble satisfaisant en Nouvelle-Calédonie ? Oui, il faut se féliciter de ces bons résultats sur l'année 2022. Enfin, le rebond semble se profiler dans un certain nombre de secteurs. On voit des beaux résultats, notamment du côté du secteur du tourisme. On voit également des beaux résultats dans le secteur des services de façon générale. Attention toutefois à bien interpréter ces résultats. Déjà, certains secteurs ont des résultats positif de façon un peu contextuelle parce qu'il y a des chantiers qui sont en cours, par exemple l'installation de la centrale électrique de la SLN, le projet Lucie chez Prony Resources, donc à prendre un petit peu avec modération. On note effectivement que sur l'agriculture, on a un secteur en grande souffrance avec une perte de presque 1700 salariés, enfin 4% de l'emploi, donc c'est très important. Et surtout, on voit que la plupart de ces contrats sont assez précaires. Parfois, les personnes cumulent 1, 2, voire 3 emplois. Donc, on a une précarisation de l'emploi. Et puis, un tassement sur la fin 2022 et début 2023. Donc, on est satisfait, effectivement, de voir cette reprise. Elle reste cependant assez fragile. On parle de 58% d'emplois salariés en Nouvelle-Calédonie. C'est un chiffre satisfaisant? Alors non, ça n'est pas un chiffre satisfaisant. On revient là aussi, donc le taux d'emploi, ce que vous évoquez, c'est-à-dire la proportion de la population en âge de travailler qui travaille, est passée de 56% à 58%, donc c'est bien, on a regagné 2 points en 2 ans. En revanche, on est 10% inférieur à des pays de niveau économique comparable, et ça n'est pas satisfaisant, surtout quand on doit financer un système de protection sociale tel que le nôtre. Alors autour de cette table, il y a plusieurs DRH, vous l'avez compris, un directeur des ressources humaines, qui sont ceux qui, dans les entreprises, embauchent et gèrent évidemment le personnel. Je le disais ce matin, une très très forte affluence au salon de l'emploi, beaucoup de jeunes, 18-30 ans globalement, et aussi beaucoup d'entreprises, de collectivités présentes. Donc visiblement, il y a des jeunes qui cherchent du travail, il y a des entreprises qui cherchent à recruter, et on a l'impression que les choses ne matchent pas forcément. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Nicolas Beau ? Effectivement, le fait qu'il y ait de l'influence, je pense qu'on peut s'en féliciter, c'est très positif. Ça veut dire qu'on a des jeunes et peut-être des moins jeunes, en tout cas, qui sont dans une recherche dynamique d'activité professionnelle, et ça, c'est très positif. Le fait qu'on ait des employeurs aussi qui soient présents, ça veut dire qu'on a des besoins, et je crois qu'il existe des besoins dans les entreprises calédoniennes. La grande question, et on sera un peu plus fixé ce soir, c'est finalement quelle est l'adéquation entre ce volume de participants et les besoins réels des entreprises. Est-ce qu'il y a une concordance ou au contraire, est-ce qu'il y a une dissonance? Et dans ce cas-là, il faudra rechercher des solutions pour améliorer cette situation, parce que ça veut dire qu'au terme de ce grand rendez-vous, on continuera à avoir des besoins dans les entreprises calédoniennes qui ne seront malheureusement pas pourvus, et des jeunes ou moins jeunes qui resteront effectivement dans une recherche d'emploi. Alors pour prendre 2 exemples, avec le secteur bancaire, par exemple, Claudine Bogart, vous êtes la DRH de la BCI. Aujourd'hui, vous avez des besoins de recrutement. Est-ce que vous trouvez suffisamment de personnes formées? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Comment les choses se passent? Oui, effectivement, nous avons des besoins en recrutement. Nous recrutons différents postes, beaucoup de postes en front office, des téléconseillers, des conseillers d'accueil, des conseillers de clientèle, particuliers, professionnels, aussi du back-office, des techniciens d'opération bancaire, mais aussi dans les services supports,
l'informatique, par exemple, qui est aussi un secteur très pénurique. Et donc, effectivement, nous publions nos offres d'emploi sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur différents sites de presse également. Et effectivement, c'est pas toujours facile d'avoir l'adéquation entre les compétences que nous recherchons et les candidats. Et donc, ça nous amène parfois à recruter à des niveaux d'études un peu inférieurs à ce qu'on souhaiterait. Idéalement, dans le monde bancaire, nous avons besoin de personnes qui puissent s'adapter, évoluer, respecter un certain nombre de choses au niveau de la réglementation, de la conformité, de la gestion des risques. Et pour ça, nous avons en priorité une recherche qui se tourne vers des Bac+3, des bachelors. Et si nous ne trouvons pas, nous nous orientons vers des Bac+2 que nous accompagnons ensuite pour peu qu'ils aient déjà une petite expérience professionnelle. Mais c'est un combat de tous les jours. Ça nous amènera aussi à parler de la question des formations en Nouvelle-Calédonie parce que c'est un vrai sujet évidemment quand on parle d'emploi. On y viendra un petit peu plus tard et peut-être aussi du métier de DRH qui est en train de changer parce que les choses changent dans la société. Mais côté SLN, aujourd'hui, pareil, il n'y a pas forcément on n'est pas forcément sur une période de recrutement. Tout le monde le sait aujourd'hui que les choses sont un peu tendues, mais quand même, vous rencontrez aussi parfois dans des postes que vous devez pourvoir des difficultés, Émilie Jarnigon ? Oui, tout à fait. Je rejoins ce qu'a pu dire ma collègue au niveau bancaire. Alors effectivement, on est 2300 salariés au niveau de la SLN. On a un volant de départ qui est tout à fait classique. On a des collaborateurs qui partent en retraite. On a des cadres qui partent faire autre chose. Donc on a besoin de remplacer ces personnes. En ce qui concerne la SLN, on a 3 grands types de métiers. Les métiers de la mine, sur lesquels on va beaucoup recruter des géologues, et notamment des DUST géologie, des conducteurs d'engins, mais on a beaucoup recruté ces dernières années, donc on n'a plus forcément de besoins actuellement. Nous avons les métiers de l'usine, donc les métiers de la métallurgie, où là on va pas mal recruter actuellement d'électriciens industriels, d'instrumentistes. Et effectivement, on a des difficultés pour trouver les bons niveaux de qualification. On va être sur du bac, sur du BTS, ce qui est assez compliqué à trouver. Donc on peut être amené aussi à recruter sur des niveaux inférieurs et à faire des efforts de formation interne qui sont conséquents. Et puis nous avons également, comme beaucoup d'entreprises, des métiers support, les métiers de direction, où là on a un manque cruel de Bac+5, notamment sur les achats internationaux, sur le contrôle de gestion, sur la géologie, encore une fois, sur l'informatique également, où on manque de Bac+5 et d'ingénieurs. Voilà, on reparlera évidemment de tout ça. Il y a un secteur aussi qu'on n'a pas invité parce qu'on en a déjà parlé dans la semaine. On sait que c'est des secteurs qui recrutent et qui ont du mal à recruter, mais pour d'autres raisons, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, où il y a des pénuries. Là aussi, vous appelez ça des métiers pénuriques. Ça veut dire qu'il manque finalement de main-d'œuvre. Alors évidemment, on est obligé de parler de la formation parce que d'après ce que vous nous dites, il y a des besoins réels et vous ne trouvez pas les compétences en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le marché du travail évolue vite, plus vite peut-être que l'offre de formation et qu'on a du mal à trouver cette adéquation entre la formation des Calédoniens et les besoins réels des entreprises? Est-ce que vous avez ce sentiment, Nicolas Beau? Alors effectivement, le monde du travail aujourd'hui évolue très vite, ça c'est certain, et s'adapter à ces nouveaux besoins. Alors je dirais que le monde du travail évolue vite, l'activité évolue vite, et les générations évoluent aussi. On note quand même qu'il y a un rapport au travail qui évolue qui a un petit peu évolué dans le temps, donc tout ça c'est une complexité supplémentaire à traiter. La difficulté, effectivement, c'est que la formation, mettre en place une formation et avoir des promotions qui sortent avec des gens diplômés, ça prend du temps. Ce qui veut dire qu'on doit être en capacité d'anticiper effectivement les besoins en formation. Et si on souhaite anticiper les besoins, ça veut dire qu'on doit se baser sur des données qui soient fiables et qui soient, je dirais, exploitables. Et je pense que là, on touche du doigt un petit peu une difficulté de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire comment on peut disposer d'un certain nombre de données fiables qui permettent d'identifier les vrais besoins de formation qu'ont les entreprises et du coup de mettre en place les cursus nécessaires. Lucie Delay, sur cette question de l'adéquation entre les formations et la réalité de l'emploi. Oui, on est très à cheval sur cette question et on pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin de se doter d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de le remettre totalement à jour, ne serait-ce que pour pouvoir se projeter justement dans les filières d'avenir et les formations nécessaires pour les emplois de demain, mais aussi de mettre le doigt sur les besoins actuels. Un petit exemple, le tableau des activités professionnelles qui est censé être mis tous les
3 ans à jour et qui permet de faire vivre la loi sur l'emploi local n'a jamais été remis à jour. Et aujourd'hui, on a des secteurs, mais mes collègues ici présents les ont cités, où on est en grande souffrance sur le recrutement, notamment sur les emplois qualifiés. Mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité de caractériser cela. Donc la GPEC, cette fameuse gestion prévisionnelle, elle est absolument nécessaire pour la Nouvelle-Calédonie. Comment vous faites lorsque vous avez un poste à pourvoir, que vous ne trouvez pas le bon candidat, qui visiblement il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que du coup ça vous oblige à réfléchir, vous entreprises aussi, sur de la formation interne et dire on va pallier finalement l'absence, le manque de formation initiale pour nous au sein de l'entreprise mettre des formations professionnalisantes ou en tout cas pour aider la personne à s'intégrer dans l'emploi qu'on lui propose, Claudine Bogart? Tout à fait. Eh bien, à l'EBCI, nous commençons en général par lancer un appel à candidature interne pour voir s'il y a des personnes intéressées par le poste à pourvoir. Par exemple, en 2022, c'est 77 mobilités internes qui ont été mises en place. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça contribue à la fidélisation des collaborateurs, à leur motivation, de leur donner des perspectives d'évolution. Mais ça permet aussi, comme vous l'évoquiez, de pallier à une pénurie de compétences. Donc à partir du moment où on a identifié les personnes en interne qui pourraient avoir la motivation pour le poste, eh bien effectivement, on met en place des parcours d'accompagnement pour les aider à monter en puissance sur le nouveau poste à pourvoir. C'est plus compliqué sur les métiers un peu techniques, Émilie Jornigon? C'est au moins tout aussi compliqué et surtout, je rejoins ce que pouvaient dire mes collègues tout à l'heure, ça prend du temps, ça s'anticipe parce qu'on ne parle pas de formation de 15 jours. Donc effectivement, ça se travaille avec de la formation interne. Je dirais même de la formation interne ou ce que j'appellerais de la formation externe. C'est-à-dire qu'on va faire de la formation interne où on va proposer à nos collaborateurs de rejoindre des formations pour monter en compétences, mais aussi de la formation externe. On va monter avec différents organismes. Je pense notamment à ce qu'on a pu mettre en place sur de la formation d'ouvriers métallurgistes ces 2 dernières années avec le Greta, que l'on a ouvert à des personnes n'ayant pas de diplôme ou ayant des diplômes qui sont très éloignés de nos métiers pour leur permettre d'accéder à une formation qualifiante et d'acquérir des compétences qui leur permettent ensuite d'aller sur ces métiers qui sont des métiers techniques. Nicolas Beau. Ces sujets de formation, ils sont toujours passionnants parce qu'effectivement, comme l'indiquait précédemment Claudine, c'est une manière aussi de fidéliser évidemment et d'offrir des parcours de carrière à nos collaboratrices et collaborateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça prend néanmoins du temps et que dans certains cas, avec toute la bonne volonté et tous les souhaits que l'on a de pouvoir faire évoluer nos salariés au sein de nos structures, malheureusement, on a parfois besoin d'une compétence rapidement parce que le départ est inopiné, il ne pouvait pas être anticipé. Et dans ces cas-là, effectivement, on doit être en recherche de solutions. Et c'est là que finalement la difficulté de ne pas avoir de vivier sur le territoire est d'autant plus complexe à gérer pour les structures. Monsieur Delay. Oui, je dirais que l'entreprise peut faire sa part via la formation professionnelle continue. Et on voit que la montée en puissance du FIAF, notamment, qui est un très très bel outil et qui est largement utilisé maintenant par les entreprises. Hein. Oui, le fonds interprofessionnel de formation qui permet notamment aux petites structures de former leur personnel. Mais l'entreprise ne peut pas tout. Et quand aujourd'hui on est confronté à des problèmes de ressources sur le secteur du numérique, par exemple, le secteur de la comptabilité, le secteur de la santé, bien évidemment, eh bien, nous avons besoin de recruter en extérieur, à défaut d'avoir formé suffisamment en local. Ce que ça veut dire, c'est, vous allez me dire, je caricature un petit peu, mais finalement, toutes les formations qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie permettent de pourvoir les postes qui correspondent à ces formations, mais dès qu'il y a une formation qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, là, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut faire venir des gens de l'extérieur, il y a la loi sur l'emploi local, il y a aussi des durées d'études qui font que pour former un médecin, on sait qu'il faut du temps et il n'y a pas de formation de médecin en Calédonie. Est-ce que finalement, c'est ça la difficulté? Les formations qui existent, elles permettent de répondre à un besoin, mais les formations qui n'existent pas, malheureusement, c'est très très compliqué. Claudine Bogart, on peut dire ça? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors on peut dire que pour nous, dans le secteur bancaire, il y a eu pas mal d'efforts réalisés localement par certains organismes et certaines écoles
pour mettre en place notamment des certifications banque assurance à niveau Bac+3 ou un BTS assurance. Donc sur le cœur de métier de la banque, effectivement, on arrive à trouver des compétences et il faut être un peu patient parce qu'il y a le temps de formation, mais c'est après sur des expertises particulières où là, quand on a besoin d'une immédiateté, de disponibilité des compétences, eh bien on peut être amené effectivement à chercher ces compétences à l'extérieur parce que c'est la vie de l'entreprise, c'est la bonne marche de l'entreprise qui est en jeu et on ne peut pas laisser un poste vacant trop longtemps. Et j'ajouterais que la compétence extérieure, c'est aussi une garantie de formation interne et donc tout le monde en bénéficie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faire venir, c'est un apport absolument, donc il ne faut pas avoir peur de l'entrée de compétences extérieures quand on en a besoin parce que justement, c'est une façon également de transmettre de la compétence aux équipes locales. Émilie Jarnigon. Oui, complètement. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Donc, l'ASLN fait partie du groupe Eramet, qui est donc un groupe conséquent dans lequel on a d'autres opérations minières, on a d'autres opérations métallurgiques. Et effectivement, quand on n'a pas la compétence sur le territoire et qu'on en a besoin rapidement, le fait de faire appel, alors pas toujours, mais parfois aussi au groupe, aux salariés qui se trouvent dans le groupe, déjà de proposer des mobilités internes. Parce que quand on propose des mobilités internes vers la SLN en Calédonie, c'est qu'on en propose aussi de la SLN vers d'autres pays, d'autres filiales. Donc c'est vraiment un échange qui est extrêmement intéressant en termes de carrière. Et ça nous permet d'apporter des compétences qu'on va transférer en interne et donc de faire monter en compétences l'ensemble des collaborateurs. Nicolas Beau, vous êtes donc le président de la NDRH, mais vous êtes aussi le DRH de la CAFAT. On a évoqué très rapidement les problèmes de santé, de médecins. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des Calédoniens qui se forment à ces métiers-là ou pas suffisamment? Alors, est-ce que des Calédoniens se forment à ces métiers-là? Je serais bien en difficulté de vous le dire, parce que c'est une autre difficulté que l'on a, c'est qu'effectivement, dans certains cas, on a des jeunes qui partent faire ces formations, des jeunes gens très brillants, jeunes femmes, mais on ne sait pas qu'ils sont en formation et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. On ne sait pas sur quelle spécialité, alors si on parle de la médecine, sur quelle spécialité ils se sont orientés. Donc là, il y a une vraie complexité, ça serait quand même bien qu'on arrive à la surmonter pour qu'on ait un meilleur lien entre effectivement ces jeunes qui sont partis du pays et qui souhaitent dans un certain nombre de cas revenir, et puis les besoins que l'on a effectivement actuellement en Nouvelle-Calédonie. Ça c'est tout à fait exact. Sur le domaine médical, on continue à avoir des besoins en Calédonie, ça n'est pas réglé. Je dirais qu'il y a des besoins aussi en métropole. C'est une pénurie globale, malheureusement, et ce qui ne nous simplifie pas les choses, puisque effectivement on a toujours beaucoup de besoins sur ce domaine-là. Et on voit que le Congrès a voté récemment des lois pour justement permettre d'élargir un peu la provenance du personnel médical. Mimsi Délé. Oui, et je dirais que de façon générale, on a besoin de se doter à l'échelle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un véritable outil qui mette en relation les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. Aujourd'hui, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie ne dispose plus depuis 2018 de système commun pour compiler les offres d'emploi, puisque c'est une sorte de portail, quoi. Il n'y a plus de portail commun. Donc en fait, chaque province finalement fonctionne de façon autonome, ce qui on le comprend bien, n'est pas du tout optimal. Et donc, on a véritablement besoin d'avoir un portail général qui nous permette de nous mettre également en relation avec des demandeurs d'emploi en Nouvelle-Calédonie, bien sûr en priorité, mais également à l'extérieur. Vous comprenez bien que quelqu'un qui recherche un emploi de métropole ou d'ailleurs, va trouver ça extrêmement complexe de devoir aller sur des portails provinciaux pour trouver un emploi. Oui, surtout qu'il ne sait pas forcément ce que c'est qu'une province. Absolument. En plus. Il faut un petit peu de temps pour comprendre le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement, on l'a évoqué rapidement, un changement de société. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'ont plus forcément les mêmes envies ou la même perception du monde du travail que ce qui était le cas il y a 10, 15, 20 ans. Est-ce que finalement, et on en parlait un peu avant cette émission, mais j'aimerais bien vous entendre, le métier de DRH est en train de changer dans la mesure où aujourd'hui vous êtes obligé de vendre votre entreprise, alors qu'avant c'était le candidat qui essayait de se vendre pour décrocher le poste. Est-ce que vous sentez des changements, Émilie Jarnigon? Oui, complètement. Je pense que ce changement, il est amorcé depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il est peut-être
déséquilibrée particulièrement actuellement. Il faut qu'on aille séduire, il faut qu'on aille présenter déjà nos métiers parce que les jeunes ne connaissent pas forcément nos entreprises et nos métiers. Et il faut qu'on aille le faire très tôt. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a des jeunes qui partent dans des cursus de formation qui sont parfois adaptés, parfois pas adaptés et qui s'en rendent compte un peu tard. Donc le meilleur moyen qui prend du temps mais qui est important, c'est d'aller rencontrer nos jeunes, d'aller les voir dans les lycées et de faire en sorte de leur faire connaître nos besoins, nos métiers, nos perspectives de carrière aussi, de créer de l'intérêt sur du long terme. Je voudrais mettre l'accent sur une initiative qu'on a mise en place l'année dernière avec les équipes emploi-formation au sein de la SLN où on a créé un job dating en allant chercher les jeunes dans les lycées professionnels et où on ne s'est pas contenté de faire ça, mais nous sommes allés une première fois pour leur expliquer qui nous étions, quels étaient nos métiers et aussi quelles étaient nos attentes, et notamment en termes de savoir-être en entreprise, quels étaient également l'enjeu d'un CV, d'une lettre de motivation, d'une présentation, pour qu'ils puissent se préparer à ces épreuves pour rentrer en entreprise et à ces entretiens. Et ensuite, nous sommes retournés les voir. Ils ont travaillé avec leur professeur, leur chef de travaux, et nous sommes retournés les voir pour rencontrer ceux qui étaient intéressés et faire ces entretiens. Donc c'est extrêmement intéressant, mais ce sont vraiment des démarches de longue haleine, parce qu'entre le moment où on rencontre pour la première fois ces jeunes et le moment où ils arrivent chez nous, il faut de la patience. Il faut aller les chercher et les convaincre. Il faut aller les chercher, les convaincre, et voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Claudine Bogart. Pour aller dans le même sens et continuer ce que ma collègue vient de dire, la BCI parraine la promotion 2025 de l'EGC. Donc on accompagne les étudiants pendant 3 ans. Ça a démarré en février de cette année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les étudiants tout au long de ces 3 ans qui se mettent en place. Et c'est une façon aussi de leur faire découvrir les métiers de la banque. Tout à l'heure, on parlait du front office. Tout le monde sait ce que c'est un conseiller de clientèle ou un conseiller d'accueil. Mais il y a beaucoup de métiers de back-office, des métiers du contrôle. Et donc, c'est important de les faire connaître des étudiants et des jeunes pour leur donner envie de rejoindre les banques et de découvrir ces métiers-là. En parallèle avec ça, je rebondis sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, sur l'importance aussi de donner envie aux jeunes qui quittent la Calédonie de revenir après s'être formés. La BCI a mis en place en 2021 une fondation pour l'égalité des chances. Ça permet à des talents calédoniens qui auraient envie de faire des études d'excellence en métropole d'être accompagnés, financés et de leur permettre donc de partir, de se former. Il y a un petit engagement moral qui serait de revenir en Calédonie à l'issue de leurs études, évidemment, et idéalement à la BCI, mais ce n'est pas une exigence, sachant que les formations peuvent être de tout type. Cette année, c'est la 3e promotion, 5 lauréats, dont des personnes qui vont se former dans des écoles d'ingénieurs. Et donc voilà, nous avons bon espoir que ces jeunes étudiants reviennent en Calédonie dans quelques années, formés et puissent prendre des postes ici. Il y a aussi l'association Talents Calédoniens qui œuvre à faire revenir les étudiants qui sont partis étudier hors de Calédonie en Calédonie. Émilie Jarnigon, puis après... Oui, je voulais compléter pour ce qui concerne les pistes, en fait, pour développer nos emplois et les perspectives pour nos jeunes. Et me faire l'écho de mes collègues miniers, métallurgistes. On a des métiers qui, très longtemps, ont été considérés comme réservés aux hommes, car difficiles physiquement, des conditions de travail compliquées, des horaires compliqués. Une partie de ces éléments ne sont plus du tout d'actualité et nos métiers sont vraiment complètement ouverts aux femmes. Il y a eu énormément de travail fait ces dernières années pour améliorer les conditions de travail, pour accompagner les femmes dans les différents stades de leur carrière et notamment au moment de la grossesse pour adapter les postes, au retour du congé maternité pour permettre l'allaitement sur le lieu de travail. Donc je pense qu'il faut aussi ouvrir, ne pas oublier 50% de la population et rappeler aux jeunes femmes
femmes qui nous écoutent, ou aux femmes plus expérimentées, qu'elles sont les bienvenues dans nos métiers, qu'elles viennent à notre rencontre. Le message est passé, voilà, c'est bien. Et en plus, ça montre que les entreprises s'adaptent aussi à la réalité des personnes qui sont en recherche d'emploi, même si délai. Juste là-dessus, un chiffre sur l'année 2022, sur 830 emplois créés dans l'industrie, 100% ont été pour des hommes. C'est les hommes qui ont pris ces 830 emplois, pas une femme, sur le secteur industriel l'année dernière. C'est les chiffres de l'ISEE. Moi, je reviens sur la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qui est un formidable outil qui aide nos étudiants à partir. On a des réflexions également au niveau du MEDEF sur le rôle de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qui pourrait aussi être un formidable outil pour les aider à revenir, c'est-à-dire mettre en relation les employeurs calédoniens et les étudiants calédoniens en métropole. Aujourd'hui, on a le sentiment que la Maison de la Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisamment exploitée de ce point de vue-là et qu'il est urgent de recalibrer ses missions pour qu'elle puisse également rendre ce service aux étudiants et aux entreprises calédoniennes pour aider au retour, parce qu'on a besoin de nos talents calédoniens, vous les avez cités. Nicolas Beau. On comprend bien, au vu de nos échanges, que aujourd'hui l'entreprise doit devenir de plus en plus agile dans la gestion de son image, de son attractivité, aussi des possibilités de carrière, puisque finalement les jeunes ne se projettent plus sur des carrières longues dans une même structure. Ils vont venir chez nous quelques années, et puis après ils évolueront dans d'autres entreprises. Donc il faut tenir compte de ces nouvelles envies. Et puis je pense peut-être aussi tenir compte d'une chance de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle est compétente en matière de droit du travail. Et peut-être que ce point-là devrait aussi être utilisé de manière un peu plus intense pour essayer de faire évoluer, adapter notre réglementation et peut-être nous permettre aussi d'être plus agiles. Alors, est-ce qu'une des difficultés aujourd'hui est toujours sur cette adéquation entre les formations et le marché du travail, c'est que les métiers sont quand même devenus de plus en plus spécifiques, de plus en plus techniques. C'est plus difficile de passer d'une activité à une autre ou d'évoluer en interne s'il n'y a pas une formation d'accompagnement. Est-ce que ça complique pas finalement les choses de voir des métiers qui sont de plus en plus, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu enfermants, c'est-à-dire que quand on a choisi une voie, on est un peu dans un tunnel et ça va être trouver des passerelles sera compliqué. Est-ce que vous avez un peu ce sentiment-là ou pas du tout? Allez, qui veut pas, Claudine Bogart. Effectivement, les métiers peuvent devenir plus exigeants, besoin de compétences, si on parle de la banque, le réglementaire est très important et devient de plus en plus important, se développe beaucoup. Après, je pense que c'est aux entreprises à mettre en place un effort d'accompagnement. On peut avoir des passerelles. On parlait tout à l'heure de parcours d'évolution. J'ai quelques exemples à la BCI de personnes qui travaillaient dans des métiers du front, directement en contact avec le client, et qui sont passées au back-office dans des fonctions RH ou autres. Ça suppose un accompagnement, ça suppose de la formation. Et effectivement, je pense que nous avons une responsabilité là-dessus de privilégier les évolutions internes de nos collaborateurs, parce que de toute façon, c'est compliqué de trouver des compétences. Donc, autant favoriser la mobilité interne et accompagner nos collaborateurs, et ensuite, effectivement, mettre en place les formations externes qui peuvent apporter le gap de compétences nécessaires à la bonne tenue du poste. Émilie Jarnigon. Oui, je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, on a des métiers très techniques, très spécialisés. Néanmoins, il y a des démarches qui existent pour essayer de créer des passerelles plus facilement. Et je pense notamment à quelque chose qu'on est en train de mettre en place au niveau de la SLN, qui est la démarche compétence. La démarche compétence, elle consiste non pas à raisonner par métier, qui est assez cloisonnant, mais par compétence dans ces différents métiers. Et donc à créer plus facilement des passerelles, parce que quand vous voyez qu'entre deux métiers différents, vous avez un socle de compétences communes, c'est beaucoup plus facile de travailler ensuite sur des formations d'adaptation et de faire des mobilités, de faire des évolutions de carrière ensuite entre ces différents métiers. Nicolas Beau. Je partage tout à fait ce que vient de dire Émilie. Effectivement, cette notion de compétence, elle est centrale dans la gestion des ressources humaines. Je dirais que quand même, pouvoir travailler sur ces sujets, ça veut dire qu'on a quand même un service RH qui est qui a la capacité de le faire. Donc ça veut dire quand même, c'est plutôt réservé à des entreprises de taille un peu importante. Mais par contre, il y a une initiative et avec la mise à jour du code ROM, qui est, sans rentrer trop dans le détail, c'est un descriptif des métiers, des emplois et des compétences qui existent en métropole, qui a été récemment remis à jour tout à fait dans cette idée-là, c'est-à-dire se dire on a des compétences et ces compétences, on a des compétences communes entre les différents emplois et comment est-ce qu'on arrive à les mettre mieux en évidence pour que quelqu'un qui recherche un emploi et qui occupait
précédemment un emploi sache quelles compétences il détient peut-être dans un autre emploi et comment il pourra faire la passerelle vers ce nouvel emploi. Voilà, donc je pense que c'est une initiative extrêmement intéressante dont on va pouvoir bénéficier et je sais que la direction de la formation professionnelle travaille actuellement sur ce sujet, donc voilà, j'ai bon espoir qu'on arrive à profiter de ces travaux. Monsieur Delay, pour conclure, le MEDEF porte un certain nombre de ces sujets pour essayer de les faire avancer auprès des institutions et des décideurs. Vous avez évoqué le TAP, le tableau des activités professionnelles, vous avez évoqué la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui vous sembleraient vraiment importants de mettre sur le tapis pour essayer de favoriser l'emploi, notamment l'emploi des jeunes en Calédonie? Je pense qu'il faut être dans une recherche constante d'adaptation et effectivement, on a raison de souligner qu'on a cette compétence en local sur le droit du travail. Par exemple, les générations futures, la flexibilité, par exemple, de l'horaire du travail va être extrêmement importante pour elles, la possibilité de s'arrêter, de reprendre. On parlait des changements d'emploi. Aujourd'hui, on est dans un système qui nous semble encore assez archaïque de point de vue de ce qui peut exister par ailleurs. L'annualisation du temps de travail, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui est un sujet que nous portons au niveau des partenaires sociaux, il faut le faire avancer parce que les générations futures vont vouloir pouvoir avoir cette flexibilité. Oui, puis ça peut correspondre aux besoins de certaines entreprises qui ont des mois d'activité très fortes et d'autres un peu moins. Ça correspond aux besoins de à peu près tout le monde. Il faut un cadre pour évidemment encadrer tout cela, mais ça c'est vraiment un sujet qui nous semble très très important et ça fera aussi partie des leviers d'attractivité du territoire en matière d'emploi, parce qu'à un moment donné, si on reste figé sur un droit du travail qui reste finalement assez ancien, eh bien on sera moins compétitif par rapport à des territoires qui ont fait cet effort d'adaptation de leur loi. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre sur ces questions. Il y aurait encore évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans une seule émission, on en fera d'autres. En tout cas, merci d'avoir apporté votre éclairage et votre témoignage sur cette question d'emploi en Nouvelle-Calédonie. Des Jeudis de l'économie qui seront évidemment disponibles en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.